Délégué national à la vie politique de Gumsabop et Mamadou Diamanka, juriste fiscaliste, membre des PASTEF. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur Ali Mouba. Alors le premier sujet d'actualité et non des moindres, la régulation des deux roues, on le sait, c'est devenu un défi pour le nouveau pouvoir en place. Les Jakartaman, comme on les appelle, ont jusqu'au 13 mars plutôt prochain pour se conformer. Un sursis de 3 mois accordé par les nouvelles autorités aux deux roues. La mesure prolonge jusqu'à mi-mars. Pendant cette période, eh bien, les immatriculations seront donc gratuites, dit-on, mais les jeunes ne sont pas contre. Ils jugent le délai très court, M. Diamanka. Au vu du tollé, est-ce que vous vous étiez donné le temps de la réflexion nécessaire avant de mettre en œuvre une telle mesure? Bonjour, M. Ali Mouba. Donc, les gouverneurs, les préfets sont mis à contribution. Ils vont certainement donc aider un peu et faciliter aux jeunes le processus d'immatriculation. Alors Moussa Niang, vous avez entendu votre vis-à-vis plaider un peu la justesse de la mesure, l'importance un peu de cette mesure. Et le gouvernement l'a dit clairement, l'objectif c'est de réduire les risques d'accidents. On sait que beaucoup de personnes, en tout cas, meurent sur les routes à cause de ces conducteurs imprudents. Et il y a aussi beaucoup de vols, ça aussi. Est-ce que, au vu de ce qui a été dit, de ce qui précède un peu, de ce qui motive cette mesure, est-ce qu'il ne faut pas applaudir? Ces mesures sont tombées de manière extrêmement, brutale, si je peux m'exprimer ainsi, mais il fallait tout simplement rendre un peu élastique, un peu plus souple la mesure pour que les conducteurs de Jakarta puissent s'y conformer. Maintenant, la situation est telle qu'elle, il faudrait tout simplement les accompagner, ne pas tout simplement leur jeter le discrédit et aller dans le sens de les encadrer, de les formaliser, de les appuyer, mais également de les orienter. C'est pas le cas? Tel n'est pas le cas. Ce gouvernement est venu, le gouvernement a mis en place des mesures sans pour autant mettre, par exemple, une situation qui permettrait d'avoir les choses qui sont tout simplement gâtées. Maintenant, les Jakartaman sont en train de vivre une situation extrêmement difficile. Parce que si vous régularisez les Jakartaman, comme l'a voulu ce régime, les systèmes de tracasserie vont également se performer. Donc on aurait pu tout simplement s'asseoir avec tous les acteurs qui fonctionnent dans ce secteur et en commun accord des solutions qui vont dans le sens d'améliorer le secteur et qui va permettre également même des investisseurs de pouvoir mettre leur argent. C'est un système de transport extrêmement efficace. Vu aujourd'hui la situation actuelle, même pour se déplacer sur une piste de 10 km, c'est la croix et la bannière au Sénégal. Pour faire tout simplement déplacer des biens, il va falloir emprunter ou bien louer les services d'un Jakartaman. Donc c'est un secteur extrêmement infodré, tout simplement que ce gouvernement ait une considération par rapport à ces gens qui gagnent leur pain à la sueur de leur front, mais également qui veulent tout simplement travailler. Derrière ces Jakartaman, vous allez voir qu'il y a parfois des fonctionnaires qui investissent leur argent, qui mettent leur argent, qui achètent les motos. Il y a des enseignants qui mettent leur argent. Il y a tout un tas de monde qui mettent leur argent pour tout simplement permettre à nos jeunes de trouver des emplois, de ne pas aller s'adonner à des pratiques qui ne sont pas, à des pratiques délictuelles, notamment les agressions. Maintenant, pour juguler l'insécurité qui gangrène ce secteur, il va falloir s'asseoir avec les acteurs, leur donner des immatriculations, mais également leur permettre de s'identifier comme étant des transporteurs. Parce qu'on peut même disposer de tous ces éléments-là et avoir tout simplement de mauvaises intentions. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors Mamadou Diamanka, je rappelle que vous êtes de PASTEF, donc du pouvoir en place. Vous aviez promis de l'emploi, beaucoup d'emplois aux jeunes. Finalement, Jakarta, c'est ça? Non, c'est pas ça. En fait, je pense qu'il faut relever quand même certaines confusions que M. Niang tente de faire. La première, c'est que quand il dit qu'il n'y a pas de concertation, je pense que c'est pas exact. Les acteurs eux-mêmes l'ont dit. Hein? Oui, ce que je vous dis est factuel. Ah oui? Les 5 et 6 janvier de ce passé, il y a eu une concertation entre certains représentants des motos Jakarta, qu'on appelle les Jakartamen, avec le ministère des infrastructures et des transports terrestres. Je pense que ça, vous devez avoir l'information. Il y a une concertation qui a été faite avec les acteurs les concernés, donc les Jakartamen,
Et à la sortie de cette concertation, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Des mesures que j'ai annoncées tout à l'heure en disant qu'ils vont multiplier les sites pour permettre l'immatriculation. Mais qu'est-ce qui crée donc ces blocages? Comment expliquer cette levée de boucliers autour de cette mesure? Non, en fait, vous savez, eu ces concertations. Vous savez, la concertation, vous savez, la mesure la mesure a été faite. Au début, on avait demandé, parce que c'est des mesures graduelles. Il y avait le port du CAX, il y avait aussi, comment dirais-je encore, l'immatriculation des Jakarta, des motos Jakarta. Et je pense que aujourd'hui, s'il y a peut-être ce tollé-là, bon, ça peut se comprendre parce que c'est dû au fait, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, j'ai discuté avec certains qui m'ont juste expliqué que est-ce qu'ils vont avoir le temps nécessaire de pouvoir s'immatriculer. Il y a aussi un autre problème lié à la gratuité aussi. Hein? Vous aviez promis la gratuité. Si, ce sera gratuit. Ce sera gratuit. Non, pour le moment, c'est la gratuité qui a été envisagée. La plaque d'immatriculation, elle coûte. Hein? Oui, mais bon, pour ceux qui vont le faire durant cette période, donc ils le feront en toute gratuité. Ah ben, vous êtes obligé d'acheter la plaque d'immatriculation quand même. Oui, mais vous savez aujourd'hui, comme il l'a soulevé tout à l'heure en parlant de l'importance des motos Jakarta, je pense que c'est les jeunes qui évoluent dans un secteur. Donc l'État aussi a l'obligation de pouvoir les aider. Et contrairement à ce qu'il disait, c'est que l'État n'a pas laissé en rade les motos Jakarta. Au contraire, c'est par souci de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents qui se produisent dans la circulation et qui sont dus aux motos Jakarta. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les laisser comme ça? Ou bien est-ce qu'il faut prendre des mesures? Vous aviez promis le plein emploi, hein, de leur donner autre chose que ça. Non. Le gouvernement ne dit pas que le seul emploi qu'il réserve aux jeunes, ce sont les motos. Non, ça on l'a jamais dit. Au contraire, l'objectif du gouvernement, c'est de permettre à tous ces jeunes-là de pouvoir obtenir un emploi peut-être entre guillemets beaucoup plus décent, vous voyez, et qui présente moins de risques. Je pense que ça, le gouvernement est sur cette voie, il est en train de travailler, d'arrache-pied pour arriver à cette solution. Moussa Niang, vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord, d'autant plus que c'est le gouvernement lui-même qui doit pouvoir créer de l'emploi, qui doit pouvoir octroyer à ces jeunes-là des opportunités. Mais c'est ce même gouvernement qui est en train d'entraver ces jeunes-là, de bloquer leur initiative. Ces jeunes-là, ils ont pris sur eux leurs propres initiatives pour tout simplement. Ouais. Laissez-moi terminer, je vous ai écouté, mon cher, je vous ai écouté, il faut me laisser terminer. C'est mon temps de parole, je vous laisserai terminer, bon, par courtoisie. Donc, ce gouvernement est en train de créer les germes d'une perte sèche d'emploi au niveau de tous les secteurs. Le dernier secteur que nous sommes en train de parler, dont nous sommes en train de parler, c'est le secteur des Jakarta. Nous avons des milliers et des milliers de Jakartaman et maintenant leur donner assez peu de temps, 3 mois, pour pouvoir se régulariser, pour pouvoir se formaliser, je trouve cela possible. Il faut s'asseoir avec tous les acteurs. Il ne suffit pas de s'asseoir avec quelques acteurs qui sont pro-PASTEF, dire que nous nous sommes assis avec tous les acteurs et vouloir décider pour tous les acteurs. Je ne pense pas que cela soit, je ne pense pas que cela soit un langage de vérité, un langage transparent. Il faut tenir le langage de vérité qui sied, le langage transparent, pour que ces jeunes-là puissent le comprendre. Parce que je pense que s'ils avaient pris sur eux l'initiative de s'asseoir avec tous les acteurs qu'il faut, dignes de ce nom, pour pouvoir parler au nom des Jakartaman, le problème ne serait pas à ce niveau. Il y a une politisation du problème. Bon, c'est à tous les niveaux. Il y a une politisation des décisions prises au niveau de ce secteur. Parce que s'il y avait assez d'emplois, si l'État avait créé assez d'emplois, je parle des régimes qui se sont succédés, y compris votre régime, si on avait créé autant d'emplois, le secteur primaire allait fleurir. Et on n'allait pas voir tous ces jeunes-là emprunter le même secteur de Jakarta. Autrefois, c'était l'élevage. Maintenant, c'est le Jakarta. L'élevage de poulet, aujourd'hui, c'est le Jakarta. Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Moi, je voulais faire 2 précisions parce que je vois que mon ami Niang persiste dans la confusion. Il veut entretenir une certaine confusion qu'il faut tout de suite lever. C'est très important. D'abord, il faut relever que l'État a engagé des discussions avec les acteurs
Si vous dites que ce ne sont pas les véritables acteurs, ça c'est vous qui le dites. Mais les motos Jakarta, les Jakartamens ne le disent pas. En fait, moi j'ai eu à discuter un peu avec certains. Il y avait deux problèmes qui se posaient à leur niveau. Le premier, c'est par rapport au coût dont parlait tout à l'heure notre ami Mamadou Alimou. Et l'autre point concernait le délai. Alors, à ce niveau-là, il y a des discussions qui ont été engagées. Et je voulais dire que ces discussions qui ont été engagées les 5 et 6 janvier dernier ont permis à l'État du Sénégal, de dire maintenant par rapport au délai, pour faciliter l'immatriculation, on va augmenter les sites de vérification, les sites d'immatriculation. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, par rapport au coût aussi, il y a eu la gratuité qui a été offerte. Bon, maintenant, je veux aussi qu'on se comprenne, parce que tout à l'heure, vous avez insisté en disant que l'État doit offrir de l'emploi aux jeunes, tout ça, aux Jakartamens. Mais je voudrais juste vous rappeler que la vocation d'un État, surtout nos États modernes, ce n'est pas d'offrir de l'emploi aux jeunes. Parce que l'État n'a pas... ce que l'État doit faire, c'est de permettre... C'est de permettre aux acteurs qui sont aux acteurs privés, de manière générale, de pouvoir évoluer de sorte que le privé puisse absorber le chômage qu'on vit dans nos pays. Sauf qu'on vous reproche de ne pas faire grand-chose pour le privé national et que vous faites une pression fiscale assez importante pour pousser une bonne partie du privé national à être dans des situations difficiles. Oui, vous êtes là. Nous, vous savez, quand vous parlez de pression fiscale, effectivement, je suis d'accord avec vous. Quand on regarde un peu le dispositif fiscal, on sent nettement qu'il y a une certaine pression fiscale. Ça c'est une réalité. Mais ce n'est pas l'œuvre du régime en place. Ah, mais vous avez une responsabilité. Oui, laissez-moi terminer. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand le régime en place s'est installé, une des mesures phares qu'ils ont annoncées, nos dirigeants, c'est de dire qu'on va procéder à la réforme du Code général des impôts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que le président de la République, le Premier ministre, ils ont rencontré le patronat. Ils ont eu à recevoir le patronat sénégalais. Aujourd'hui, c'est qu'on va réfléchir pour mettre en place un dispositif, puisqu'on parle de fiscalité, un dispositif fiscal qui va permettre de réduire un peu cette pression fiscale-là et donner au privé une certaine envergure qui puisse leur permettre de pouvoir créer beaucoup plus d'emplois. Ça, je pense que le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, il a insisté là-dessus. Et donc, il y aura des réformes qui sont engagées. Qui a eu beaucoup de limites, parce qu'on a vu, au lieu d'améliorer les finances, on a vu qu'il y a eu beaucoup de moins-value. Non, en fait, c'est ce que je vous explique, en vous disant que c'est un constat qui est là. On s'attendait à ce que cette pression fiscale-là apporte plus. Finalement, on a eu moins. Oui, c'est peut-être l'effet contraire. C'est l'effet contraire, oui. Mais maintenant, est-ce que la mesure est intelligente? Non, nos autorités sont en train de travailler d'arrache-pied pour que la fiscalité ne soit pas un handicap pour le privé national. Oui, pour le privé national. Et je pense que la réforme qui sera engagée comment dirais-je, l'État va demander au privé de participer aux concertations pour qu'on puisse prendre en charge leurs préoccupations afin que les réformes fiscales qui vont être mises en place soient des réformes qui sont adaptées par rapport à notre économie. Alors, Mamadou Moussa Niang, parallèlement, les prix des denrées alimentaires continuent de flamber, on le voit. L'État a dégagé 53 milliards de francs CFA pour essayer d'alléger un peu ces coûts-là. Mais malgré tout, la pression sur les ménages, elle est là. Le sucre, l'huile, les riz, ces denrées ont subi une hausse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Un État stratège doit penser ou bien doit aller dans le sens de faire ce qu'on appelle le purchasing power, renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs. Si le consommateur a le prix à payer, il ne va pas s'inquiéter tout simplement du coût de la vie. Mais parallèlement, vous mettez la vie dure à ces gens-là, aux populations sénégalaises, mais également vous leur faites
perdre beaucoup d'emplois et à côté, vous dites que vous avez réduit les coûts des denrées de première nécessité. Maintenant, ce que nous avons vu, c'est le contraire. Il y a une flambée notoire des prix de denrées de première nécessité. Le pain, vous nous dites que vous avez réduit le coût du pain, la baguette, à 150 francs, mais parallèlement, vous avez réduit le poids. Vous avez revu le poids de la baguette à la baisse, en passant de 210 grammes à 190 grammes. Vous trompez les populations ou bien vous vous trompez vous-même. Le riz, récemment, quand j'ai acheté tout simplement mon ravitaillement, je me suis rendu compte que le riz est en train d'augmenter au jour le jour. Idem pour l'huile, bref, toutes les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la part de ce régime dans la flambée des prix, quand on sait qu'aussi, qu'au-delà de tout, on sait que c'est le riz, il est importé, donc s'il y a des restrictions ailleurs ou bien un surcoût sur le fret, ça peut se comprendre, non? Ça peut s'entendre. Oui, la question qu'il faudrait se poser, c'est la question relative à la somme qu'ils avaient dit avoir décaissé. Ils avaient dit avoir décaissé 53 milliards. 53 milliards pour effectivement faire baisser les prix. Mais quelle est l'efficience de ces 53 milliards? Quel est l'impact de ces 53 milliards sur la vie des Sénégalais? Relativement, ce sont les deux questions qu'il faudrait se poser. Est-ce que réellement ces 53 milliards ont été injectés là où il fallait injecter l'argent, ou bien il y a un détournement d'objectifs? Ah oui? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Ils ont intérêt à édifier les Sénégalais dans ce sens. Parce que les prix des denrées de première nécessité ne cessent de flamber. Donc quand vous prenez une bagatelle, une somme de cette peut-être c'est pas lié à un problème aussi de suivi, peut-être. Mais pour le suivi également, ils avaient promis de recruter 1000 agents contrôleurs disponibles sur le terrain et qui vont veiller effectivement à l'applicabilité ou bien à l'application des prix qui sont homologués. Maintenant, quelle est l'efficience de ces mesures? Quel est le coût de cette mesure? Ils ont pris l'argent, mais l'argent, effectivement, est-ce qu'il a été injecté là où ils avaient promis de l'argent? C'est la question que je me pose. Maintenant, vous avez toujours des problèmes avec l'argent. Non, nous, au contraire, nous, on n'a pas de problème avec l'argent. Au contraire, le régime en place n'a pas de problème avec l'argent. Je pense qu'il faut être quand même très sérieux. Le régime actuel n'a pas de problème avec l'argent. S'il y a un régime qui a des problèmes avec l'argent, c'est les régimes qui se sont succédés ici, avant l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, je pense que, non, laissez-moi terminer parce que vous m'avez demandé tout à l'heure de ne pas vous interrompre. Vous laissez, non, je vous en prie. Mamoudou, je pense qu'il faut. Dans la LFR, non, je pense qu'ils ont décaissé 140 milliards. Non, je pense que vous devez m'écouter parce que vous devez avoir aussi. Allez-y, voilà. Allez-y. C'est le débat, c'est pas grave. Oui, mais moi je veux. Non, parce que tout à l'heure je voulais le faire, vous m'avez dit non. Je veux que vous respectiez la règle que vous avez établie vous-même. Alors, moi je pense qu'il persiste dans la confusion. Et c'est là où je trouve que c'est quand même assez dommage pour le débat. Parce que tout à l'heure, il a avancé un certain nombre de choses. Par exemple, il dit que les denrées ont augmenté, ça c'est une vérité, mais ce qu'il ajoute, et c'est là où se résout la confusion, c'est là où réside la confusion, c'est quand il dit que nous avons dégagé 53 milliards et on ne sait pas là où on l'a mis. Dans la loi de finances rectificative, on voit 140 milliards. Oui, c'est que ce qu'il faut savoir, vous savez, il faut ramener les choses dans leur contexte, parce que c'est très important ce que nous disons. Les denrées de première nécessité ici au Sénégal, généralement, c'est des denrées qui sont importées. Et les cours mondiaux, le Sénégal n'a pas une maîtrise sur les cours mondiaux. C'est pas ce que Ousmane Sonko avait dit. Hein, non, attendez, doucement. Lorsqu'il était dans l'opposition. Non, je vous explique. Il y a ces denrées, le Sénégal ne maîtrise pas
l'évolution. Et donc, quand il y a une évolution, forcément, ça se répercute. Il n'a jamais au accepté Sénégal. Maintenant, non, attendez. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est notre capacité et notre volonté à faire de sorte que l'impact que ça devrait avoir sur les populations, que l'impact soit amoindri. Pour le moment, et je pense que ça, l'impact n'est pas si, là. l'impact est amoindri parce qu'il y a eu des mesures fortes qui ont été, il y a eu des mesures fortes qui ont été prises. Lesquelles? Et c'est-à-dire la baisse du coût des denrées. Ça, tout le monde l'avait constaté. Maintenant, c'est une évolution. Maintenant, là, présentement, ce qui se passe, quand vous partez, en réalité, bon, peut-être que eux, ça les arrange. Dans le marché, vous ne constatez pas cette hausse dont ils parlent. Ah oui, non, cette hause dont ils parlent. Vous vivez au Sénégal? Non, je suis au Sénégal. C'est que vous il y a beaucoup plus de bruit. Il y a beaucoup de bruit. En fait, c'est vrai. Aujourd'hui, si on prend le sucre, il a parlé du sucre. Mais vous savez, nous sommes dans un marché où certains acteurs ne jouent pas le jeu aussi. C'est ça. Les contrôleurs que vous avez. S'il vous plaît, laissez-moi dérouler. Il y a certains acteurs qui ne jouent pas le jeu et qui font un peu de la rétention. Du coup, ils veulent créer un sentiment de manque de certaines denrées, comme le sucre. Et la compagnie sucrière sénégalaise a fait un démenti pour dire qu'elle a suffisamment de stock qui pourra permettre d'approvisionner le marché national. Donc, non, ça c'est la CSS qui le dit. Ça, vous ne pouvez pas le contester. Maintenant, deuxièmement, il y a certains produits sur lesquels on a constaté effectivement qu'il y a eu une certaine hausse. Maintenant, parlant des contrôleurs économiques, l'État est en train de faire un travail remarquable. Seulement, ce qu'il faut constater, c'est que sur le terrain. Mais si ils sont sur le terrain, ils ne sont peut-être pas aussi nombreux pour qu'on puisse les voir partout. Mais les contrôleurs économiques, ils existent, ils sont sur le terrain et ils font le travail. Maintenant, peut-être qu'il y a un constat qui est là, c'est que est-ce qu'on a un nombre assez suffisant pour permettre de contrôler le marché. Mais ça va être très difficile parce que vous ne pouvez pas mettre derrière chaque boutique un contrôleur. C'est pas possible. Maintenant, il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu et ça va permettre, tout le monde va y gagner. S'il y a certains qui font des efforts et que d'autres ne le font pas, on ne pourra pas s'en sortir. Vous comprenez? Oui. Donc c'est quand même important. Il faudrait que mon ami Nia sache que en réalité, le gouvernement, depuis qu'il est là, il s'attelle, et le Premier ministre d'ailleurs l'a rappelé, le président de la République aussi lors de son discours à la nation aussi, l'a rappelé en disant qu'ils font de la baisse du coût de la cherté de la vie une priorité. Et je pense que les actes qu'ils sont en train de poser jusque-là montrent qu'effectivement, ils sont animés de cette volonté de réduire le coût de la vie au Sénégal. Alors, une petite réplique et on va évoluer. Quand il dit, par exemple, que certains acteurs ne jouent pas le jeu, moi, je lui demande où est la responsabilité de l'État dans tout ça. Un État doit organiser. Un État doit être présent. Un État doit être intelligent. Où sont les acteurs? Maintenant, quand vous prenez 1000 agents contrôleurs, si effectivement, en réalité, vous les avez pris. Au Sénégal, vous avez 557 collectivités territoriales. Vous mettez, par exemple, 2 par commune et parfois un contrôleur par commune. Mais les Sénégalais vont sentir la présence de ces contrôleurs de prix. Ça, c'est un. 2. L'autre amalgame que vous êtes en train de faire, pour tout simplement amadouer, laissez-moi contrôler, laissez-moi terminer. Quand vous dites, par exemple, par rapport à la hausse des prix, les confusions sont tellement... La sortie de la compagnie sucrière, vous êtes en train de faire un amalgame. Non, il n'y a pas d'amalgame. La compagnie sucrière est sortie pour démentir ce qu'on appelle la pénurie du sucre. Ils disent qu'il y a un stock assez suffisant pour tout simplement faire un déploiement à tous les niveaux. Oui. Maintenant,
nous parlons de la hausse des prix. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est pour vous. Non, attendez. Non, c'est important. Ne faites pas un raccourci. Ne faites pas un raccourci. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire des raccourcis. Non, c'est pas un raccourci. C'est que moi, je ne voudrais pas. Communication. Je ne voudrais pas que vous semiez la confusion au sein des auditeurs, parce que c'est important. Parce que quand vous dites, si vous parlez, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Non, je suis obligé. Vous m'obligez à intervenir parce que je. Non, quand je vous dis. Non, c'est important parce que ce que vous dites, je constate une confusion notoire. C'est en cas une volonté manifeste de semer la confusion. Et ça, c'est pas normal. Par rapport à la pénurie. Point. Je m'arrête là. Maintenant, par rapport à la hausse des prix, l'État n'a pas respecté sa promesse. L'État n'a pas pris les mesures qu'il faut pour permettre aux populations sénégalaises d'être résilientes par rapport à cette situation. Mais la réalité dit le contraire. Maintenant, laissez-moi terminer. Attendez. Monsieur, tout à l'heure, je vais faire un flashback. Il faut quand même qu'on corrige certains écarts. C'est mon temps de parole. Parce que tout à l'heure, je vous laissais. Quand vous dites faire beaucoup d'amalgames. Laissez-moi. Maintenant, j'ai ramassé tous ces amalgames. Laissez-moi vous démontrer maintenant que lorsque vous dites, quand vous dites que l'État, quand vous dites que l'État n'a pas joué son rôle. Votre communication réduire reste statique. Le coût de la vous communiquez sur 53 milliards, parce que tout mais simplement, en ce moment où nous parlons, vous ne communiquez pas sur les 140 milliards. Pourquoi vous ne communiquez pas sur les 440 milliards? Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. L'amalgame est une stratégie chez Pastef. Parce qu'ils ne veulent pas que les populations comprennent ce qui se passe actuellement. Vous, tout simplement, semez l'amalgame, vous arrange. Si ça vous arrange, vous persistez dans l'amalgame. Si ça ne vous arrange pas, vous êtes dans la réalité. Maintenant, en réalité, ce que je veux vous dire, vous avez beaucoup communiqué sur les 53 milliards. Je vous ai posé 2 questions, mais la réponse laisse toujours absente. Par rapport aux 140 milliards LFR, vous n'avez pas fait une communication par rapport à ce montant. Et pourtant, c'est pratiquement le triple du montant annoncé au départ. 53 milliards, nous en sommes actuellement à 140 milliards. Maintenant, quelle est l'efficience de ces 140 milliards sur la vie des Sénégalais? Quel est l'impact réel sur la vie des Sénégalais? La réponse, les auditeurs qui nous suivent, chacun pourra apporter une réponse. Est-ce que réellement, l'auditeur, vous qui me suivez, vous avez senti une baisse des prix par rapport aux denrées que vous achetez? Vous avez senti réellement un soulagement par rapport à la cherté de la vie? Vous avez senti la présence de l'État, la présence des contrôleurs dans votre commune ou bien dans votre fief? Là, c'est les auditeurs qui vont nous départager. Quelques secondes, très rapidement. Je pense que, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous êtes en train de semer la confusion. Je constate que... Laissez-moi terminer. Je constate que c'est une volonté manifeste de votre part, mais il faut corriger tout de suite pour dire qu'en réalité, quand vous dites que l'État n'a pas agi pour réduire le coût de la vie au Sénégal, je vous dis, c'est pas de la communication. C'est pas de la communication. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi. Monsieur Babou, je pense qu'il faut qu'on organise le débat aussi. Parce que quand je ne peux pas prendre la parole et qu'il me coupe, vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Parce que ce que vous dites est grave. Et c'est grave et c'est faux. Et c'est là où je suis. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Parce que quand vous dites que l'État n'a pas pris de mesures pour réduire le coût de la vie, mais l'État a pris des mesures que dès que le régime a été mis en place, les mois qui ont suivi, les premières mesures phares qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal, c'est des mesures de réduction du coût de la vie. Ils ont tout de suite, ils se sont attaqués. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ils ont pris un certain nombre de mesures pour réduire le prix de certaines denrées. Maintenant, on évolue, nous sommes dans une économie qui évolue. Et je vous ai expliqué qu'il y a maintenant une évolution au niveau mondial. Donc, ces évolutions-là ont des répercussions dans tous les pays, notamment laissez-moi terminer. Aujourd'hui, l'État est en train de travailler pour que, au finish, qu'on puisse avoir des répercussions qui seront
qui ne seront pas d'une certaine intensité pour les Sénégalais. Alors donc on va évoluer très rapidement. Ousmane Sonko, oui, on évolue très rapidement. Ousmane Sonko qui centralise depuis quelque temps toutes les dépenses de l'État, dépenses d'investissement bien sûr. À ce jour, cette mission, on le sait, revenait jusque-là au ministère des Finances, ordonnateur des dépenses et des recettes. Monsieur Yamanka, est-ce que ça... Yamanka, d'accord. Est-ce que ça n'empiète pas sur les prérogatives du ministre des Finances? Pourquoi cette centralisation? Bon, je pense que c'est une très bonne décision que le Premier ministre centralise un peu ses dépenses d'investissement. C'est une très bonne chose. Parce qu'il n'a pas confiance à son ministre des Finances? Non, ce n'est pas une question de non. Mais quand le Premier ministre n'a pas confiance au ministre des Finances, mais il va tout de suite proposer. Il va tout de suite. Le Premier ministre n'a pas confiance au ministre des Finances. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut rectifier. Monsieur, Il faut rectifier. monsieur, vous êtes en train de semer la confusion. J'ai pas dit. Je pense que lui, il a entendu. Vous suivez. Non, je pense qu'il faut qu'on organise le débat. Poursuivez. Il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux. Poursuivez. Je n'ai pas dit que le Premier ministre n'a pas confiance au ministre des Finances. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai dit tout simplement, et il faut m'écouter. Je commence une phrase, vous voulez m'interrompre. Allez-y, je vous C'est comme si vous pouvez lire. Non. Allez-y. Mais non, mais il faut qu'on s'écoute. S'il vous plaît, allez-y. Mais il faut qu'on s'écoute, monsieur. Mais il faut qu'on s'écoute. Poursuivez sur votre... Je lui ai dit que je ne l'ai pas dit. Donc vous devez vous taire et m'écouter Poursuivez. pour comprendre ce que je suis en train de dire. Poursuivez. Alors, j'ai dit, c'est lui qui dit, est-ce que le Premier ministre, dans ce cas, n'a pas confiance, non, doucement. Il a dit, est-ce qu'il n'a pas confiance continue à avoir confiance à voilà. Est-ce qu'il continue à avoir confiance au ministre des Finances? Je vous dis, le Premier ministre, s'il n'a pas confiance à son ministre, il demande à ce que le ministre soit démis de ses fonctions. Alors, on n'est pas dans ce cas de figure. Nous sommes avec un Premier ministre qui fait confiance à l'ensemble des ministres qui composent son gouvernement. Et il travaille en parfaite intelligence avec les différents ministères, notamment le ministère des Finances et du Budget. Alors, le fait aujourd'hui de centraliser ces dépenses d'investissement ne signifie en rien que le Premier ministre n'a plus confiance en son ministre des Finances. C'est pas ce que ça signifie. Alors, on sait que les investissements du Sénégal sont basés sur un plan triennal, on le sait. Or, avec cette centralisation un peu de ces investissements au sein de la primature, c'est-à-dire qu'il va mettre en cause carrément tout ce qui a été décidé au niveau du ministère des Finances, notamment sur la sélection des projets, des... Mais M. Bas, ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité... d'investissement. Il va revenir là-dessus. En fait, le ministre des Finances ne travaille pas en solo. Le ministre des Finances, il a un patron qui s'appelle le Premier ministre. Donc, toutes ces décisions-là dont vous parlez, tous ces projets ont été étudiés en relation avec la primature, donc avec le Premier ministre. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe. Alors, Moussa Agnan, comment comprenez-vous cette centralisation de ces pouvoirs? On pense même que Ousmane Sonko, il est dans ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Après les prérogatives du chef de l'État, aujourd'hui il empiète sur ceux du ministère. Ah oui, vous pensez qu'il a empiété les pouvoirs du président de la République? Des Finances. Maintenant, oui. Tous les Sénégalais savent que Ousmane Sonko a un goût d'inachevé. En quoi? Parce que il croyait être le président de la République en 2024. Le bon Dieu en a décidé autrement. Maintenant, c'est Diomaye. Aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est réparer cette perte-là, divine. Je mets ça entre guillemets, parce que c'est Dieu qui en a décidé. C'est pour créer une hypertrophie du pouvoir. Raison pour laquelle il renforce ses prérogatives. Il a pris les prérogatives du président de la République en recevant parfois certaines missions diplomatiques, prérogatives présidentielles. Il marchait même sur le même tapis rouge que le président de la République. 2, il parlait même au nom de la justice. Parfois, pour un dossier qui doit faire, par exemple, un dossier judiciaire qui doit être pendant devant la justice, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui sort et qui blanchit. Pour un dossier qui doit être pendant devant la justice, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui sort et qui accable et qui
attaque et qui donne parfois des instructions. Je m'explique. Prenons par exemple le cas de Jean-Michel Sen. Quand il innocentait Jean-Michel Sen, quand il le blanchissait là-bas à Arénatour, un dossier était pendant devant la justice. Il n'en avait pas le droit. Tout le monde peut me le concéder. Deux, quand il s'est agi, quand on est Premier ministre, au nom de la séparation des pouvoirs, on doit par principe respecter l'autorité régalienne de l'État. En tant que Premier ministre, tu coordonnes l'action gouvernementale, même si le ministre de la Justice est sous tutelle, il faut respecter tout simplement ce qu'on appelle notre État républicain. Maintenant, le second élément qu'on peut noter et qui peut faire tilt, qui peut faire tiquer tous les Sénégalais, et tout le monde l'a constaté d'ailleurs, c'est lors des élections législatives. Il a dit expressément, moi je suis le Premier ministre. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur ne sont pas des autorités administratives indépendantes. Ce sont des autorités politiques. Ils peuvent recevoir mes ordres. Je peux leur donner des instructions pour qu'ils les exécutent. Maintenant, cerise sur le gâteau, cause, effet, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Barthélémy Diaz qui est radié. Il y a eu Barthélémy Diaz qui est révoqué de sa fonction de maire. Il y a eu également plus de 80 détenus pour des échauffourées électorales qui sont emprisonnés et qui ont écopé des peines extrêmement lourdes qui dépassent même parfois ce qu'on avait tout simplement pensé. Jamais on n'aurait dû penser qu'avec l'avènement de Sonko et Diomaye, on serait à ce stade-là. L'immixtion de l'exécutif dans la justice. Maintenant, après la justice, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les finances. La justice, est gangrénée par ces arrivistes. Aujourd'hui, il y a même l'article 80 qui plane sur la tête des opposants, mais qui ne plane jamais sur la tête des gens du pouvoir. Si vous prenez par exemple les insulteurs de Pastef, ils insultent parfois Diomaye par voie écrite. Attendez, laisse-moi terminer. Ils insultent parfois. Je vous ai laissé terminer. Vous avez établi une loi. Vous avez établi. Non, attendez. Attendez, laissez-moi terminer. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je vous explique pourquoi Ousmane Sonko aime le pouvoir. Non, ce que je suis en train de dire ne vous arrange pas. Non, c'est pas que ça m'arrange pas. L'article 80, les gens parfois planent sur la tête des opposants. Et sans pardon, aucun. Mais quand il s'agit d'un homme de Pastef, l'article 80 devient absent. Tout le monde l'a constaté. Maintenant, venons-en à cette histoire du ministre des Finances. Quand le Premier ministre s'arroge les prérogatives du ministre des Finances, vous allez penser à quoi? C'est un homme politique. Le Premier ministre est un homme politique. Il va avoir les pleins pouvoirs et décider de tout. Maintenant, c'est l'homme fort de Pastef, c'est l'homme fort de la République qui décide de tout. Il contresigne les décrets du président quand il s'agit des nominations. Il reçoit les missions diplomatiques. Maintenant, il s'accapare de nos finances publiques. Et ce qu'on peut présager de cette histoire, c'est quoi? Quand le Premier ministre nous parlait de la manipulation des chiffres, qu'est-ce qui a eu lieu après? Justement, sur ce point, le ministère, sur ce point, la Cour des comptes a transmis le rapport pour observation au ministère des Finances. Pour voir s'il y a conformité. 10 jours ou 30 jours au maximum. Pour voir s'il y a conformité entre les deux. Maintenant, dans cet exercice de vérité, il y a une volonté, dans cet exercice de vérité, dans cet exercice de vérité, très rapidement. Moi, j'aurais bien aimé, avant que le Premier ministre Ousmane Sonko s'accapare ou s'arroge des pouvoirs du ministre des Finances, que le Premier ministre nous éclaire la lanterne des Sénégalais par rapport aux 108 milliards qui plantent sur la tête des Sénégalais, par rapport aux 5 milliards prévus dans la LFR 2024, par rapport au décaissement des caisses d'avance, des régies d'avance sur le budget, les montants qui ont été alloués. Sur la base de quoi et comment
ont été dispersés ces montants-là? Les Sénégalais veulent savoir. Il faut qu'on apprenne aussi à répondre de manière très précise aux questions. Nous sommes en train de répondre, c'est important. mais vous voulez que je réponde par rapport à votre volonté ou bien par rapport à votre pensée? Du coq à l'âne, c'est-à-dire on ne peut pas sauter d'un point à un autre comme ça, ainsi de suite. Et si on entre dans ce système-là, on ne va pas s'en sortir. Je pense que pour la clarté du débat, il faut qu'on essaie de vraiment d'être très précis et très clair dans les réponses. Alors, vous avez demandé est-ce que le président de la République n'empiète pas les prérogatives du ministre des Finances. Alors, je vous dis non. Je vous dis qu'en fait, il y a une décision qui a été prise en Conseil des ministres pour que le Premier ministre puisse maintenant travailler sur les dépenses relatives au financement. Oui, mais il est spécialiste des finances, ça c'est clair, ça tout le monde le sait. C'est un inspecteur des impôts. Un inspecteur des impôts n'est pas spécialiste. Regardez, il y a une nuance. Non, il y a une nuance. Je pense qu'il faudrait que il faut aussi qu'il ait un peu de respect. Un peu de respect. Vous êtes en train de parce que le jeu que vous faites, je peux bien le faire. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les auditeurs. Parce que je voudrais que les auditeurs comprennent. Parce que vous savez ce débat-là, ce débat que nous faisons, il doit être utile pour nos auditeurs. Et c'est pour cela que je vous demande, quand vous parlez, je vous laisse le temps de vous exprimer, même si parfois c'est difficile parce que j'entends beaucoup d'amalgame dans ce que vous dites. Alors, il disait tout à l'heure, dans son speech, il a raconté beaucoup de choses. Il disait que oui, le président a pris et est en train d'empiéter les prérogatives du président de la République, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur. Il a dit tout ça. Mais quand il dit que le président de la République est en train d'empiéter les pouvoirs du président de la République, là, c'est la réponse que je lui donne. Le président de la République lui-même est sorti pour dire que jamais dans l'histoire du Sénégal, nous n'avons eu un Premier ministre aussi compétent. C'est pas tout. Alors, ça, non, c'est pour répondre, parce que vous dites, c'est vous qui dites que nous n'avons pas senti laissez-moi terminer, ministre utile pour la République. Vous me laissez terminer. Depuis l'arrivée de Sonko, vous me laissez terminer. Notre vie parce que je voudrais démonter. Les Sénégalais ne sont pas épanouis. Je voudrais la vie est extrêmement chère. Vous me dites les arguments fallacieux que vous aviez avancés ici, en créant de manière volontaire la confusion auprès des auditeurs. Quand vous dites que le président de la République a empiété, le Premier ministre a empiété les pouvoirs du président de la République, je vous donne juste deux réponses. La première, c'est que c'est le président de la République lui-même qui sort, qui dit qu'il a le meilleur Premier ministre. Vous pensez qu'on c'est pas à lui de le dire, c'est aux Sénégalais d'apprécier. Non, d'apprécier le travail du Premier ministre. Laissez-moi terminer. C'est pas au président de la République avec qui il partage le même parti Pastef. Vous aviez dit que le Premier ministre a empiété sur les prérogatives du président de la République. Absolument. Le président de la République est sorti pour vous apporter une réponse à vous, en vous disant vous. C'est pas au président de la République de me répondre. On vous dit, c'est à la population de me répondre. Si effectivement le Premier ministre est assez compétent pour répondre à leurs préoccupations. Mes pouvoirs, je vous dis que moi j'ai le meilleur Premier ministre. Alors, les préoccupations des Sénégalais ne sont pas les vôtres. Monsieur Diamanka, est-ce que ce mode de management déroulé par le Premier ministre ne va pas un peu à rebours du management moderne où le leader, on le sait, s'efface un peu pour laisser ses collaborateurs s'exprimer? Or, ici, on voit qu'il centralise. On est dans l'état centralisateur des années 80, peut-être même 60, 70. Non, vous savez, le Premier ministre, Ousmane Sonko, il a aussi son tempérament. Il a aussi sa façon de conduire les choses. Mais la tendance aujourd'hui, c'est à la déconcentration, à la décentralisation. Au contraire, nous avons un Premier ministre qui centralise. Qui ne centralise pas, mais qui s'implique. Parce que quand, vous savez, et ça s'est manifesté lors de la déclaration de politique générale. On a tout le monde, tous les Sénégalais ont vu un homme qui comprend ces dossiers, qui a fait un effort, qui a fait un effort pour... Si, ça, tout le monde l'a dit. Non, c'est la vérité. Maintenant, aujourd'hui, quand vous dites que le Premier ministre centralise, non, le Premier ministre ne centralise pas. Vous savez, le Premier ministre, il coordonne l'action gouvernementale. Donc, il est obligé de s'impliquer dans tous les dossiers.
Et peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de voir un Premier ministre qui était aussi impliqué dans la gestion, dans l'action gouvernementale. Peut-être c'est ça qui dérange. Alors, donc sur ce point, peut-être ce qui vous dérange, c'est qu'il y a un Monsieur Premier Ba, ministre qui je veut voulais- avoir un œil partout. Est-ce que c'est pas normal aussi? La Mais question, c'est normal, monsieur. non, Ba. la question Je- je- la question tout à fait normal. qu'on devrait poser, il ne veut pas avoir un œil sur tout, parce qu'il a déjà un œil sur tout ce qui se passe. Il est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Maintenant, l'autre élément, c'est quoi? Vouloir s'accaparer de toutes les prérogatives. Mais ça, c'est même pas possible. De tous les Mais pouvoirs. monsieur Ba, Attendez, qui embrasse trop mal étreint. Non, qui embrasse trop mal étreint. C'est la raison pour laquelle ce que vous dites, il y a c'est un beaucoup non-sens. de dossiers dormants Non, monsieur Ba, dans ce les qu'il dit, tiroirs c'est un non-sens de la parce que primature. le Premier ministre ne Ousmane peut pas- Sonko, avec ne tous peut les pas pouvoirs qu'il a, centraliser, ne peut pas ne peut accaparer même les pas pouvoirs. gérer sa C'est pas primature, possible. a fortiori augmenter des prérogatives qui vont alourdir les poids de la charge. Mais quand vous dites que le Premier ministre aujourd'hui, veut s'accaparer des prérogatives des ministres, je vous dis que c'est un non-sens. Mais c'est la vérité. comment un Premier Mais ministre- c'est la vérité. Vous- Vous avez employé le mot impliqué. Moi, je n'emploie pas le verbe impliqué, mais j'ai employé accaparer. Il s'accapare des Non, il ne pouvoirs. s'accapare pas. Non. Mais un Premier ministre Parce ne que peut vous pas voulez, ne pas vous s'accaparer me reprochez, des prérogatives. vous me reprochez des choses que vous faites actuellement. des ministres. Vous me reprochez des choses que vous faites. Aujourd'hui, les Sénégalais savent que le Premier ministre n'est pas spécialiste des finances publiques. Il n'est pas non plus ce qu'on appelle expert comptable. Aujourd'hui, je Bon, vous vois pensez moi- que seuls les experts comptables sont des spécialistes de la Attendez, finance publique? je pense qu'il doit avoir autant Mais de je pense que préoccupations vous êtes en train de faire- que de s'impliquer Il y a beaucoup de confusion dans des dans ce histoires. propos. Non, c'est vous qui semez la confusion. C'est grave. Vous Parce que laissez-moi quand on terminer parle parce des que finances publiques, vous des voulez experts comptables, Non, mais je vous dis que je vous dis, experts comptables, je vous dis, le experts ministre des comptables ne Finances, sont pas des- le ministre des des Finances spécialistes ou bien de la le ministère des finance publique. Finances est assez outillé pour répondre par rapport aux questions des finances que veulent tout simplement entretenir les Sénégalais. Aujourd'hui, le ministère Diba, pourquoi il a été élu par Diomaye? Il n'a pas été élu, il a été nommé. Il a été nommé par Diomaye. Oui. Pourquoi? Oui. C'est parce qu'il juge que ce ministre est compétent qu'ils l'ont nommé. Regarde, Il était de la paire et c'est pourtant pas- vous l'avez laissé c'est pas- continuer. Regarde, je vais vous dire. Il était Mais à M. la direction de... a été nommé ministre des Finances Absolument. sur proposition du Premier ministre. Sur le Mais vous ne pouvez pas le mais critiquer. C'est-à-dire que ce même Premier ministre en vous va tout simplement une diminuer volonté les prérogatives. manifeste d'amalgamer. Vous C'est ça êtes qui en train est dangereux. de diminuer les Le prérogatives. ministre des Finances a confiées à été ce- nommé non. sur proposition. Attendez, Effectivement. laissez-moi Laissez-moi terminer. comprendre. Laissez-moi Parce que terminer. quand vous dites le Premier Non, ministre laissez-moi terminer d'abord. Vous aurez le temps de répliquer, vous aurez Non, le temps de non, clarifier vous si ne vous pouvez voulez. pas comme Ou bien ça. de semer la confusion. Laissez-moi terminer. Racontez Sans que vous m'avez reproché on va beaucoup de terminer, choses oui, c'est et que ça. vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de me reprocher. Je pense que nous n'en sommes pas Non, à ce niveau. en fait, ce que Mais je veux vous dire que Je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame dans ce que vous dites. c'est vous qui faites l'amalgame. Vous On va- l'entretenez on de va manière terminer, sciemment. c'est fini, Maintenant, hein, c'est fini. Maintenant, ce que je veux vous dire, le Premier ministre devrait tout simplement diminuer ses pouvoirs pour pouvoir coordonner de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus efficiente l'action 15 gouvernementale. secondes. Alors, La coordination 15 pose secondes. problème. Je vais 15 terminer. secondes. Je vais terminer 15 par là. secondes, rapidement. Quand il dit que le Premier ministre doit diminuer ses pouvoirs, c'est parce qu'il ne connaît pas comment fonctionne un État. Un Premier ministre n'a pas à... un Premier ministre Mais n'a vous pas connaissez comment à- fonctionne un le Premier État? ministre n'a pas à diminuer ses pouvoirs. Non, c'est Vous savez, le président de la République qui avait dit vous que savez- nous allons renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Attendez, Le président Diomaye l'a c'est dit. pas- Et vous c'est êtes pas- en train de passer à l'acte. Il a dit que le Premier ministre doit diminuer ses pouvoirs. Je réponds à On doit je diminuer réponds le à ça. pouvoir de ce Premier ministre. Vous avez dit que le Premier ministre doit diminuer ses pouvoirs. Je vous dis que le Premier ministre, c'est parce que vous ne savez pas comment fonctionne un C'est État. vous qui ne savez si pas vous le comment saviez, fonctionne le- vous n'allez pas demander des actes à à un chaque Premier fois ministre de diminuer contraire ses à pouvoirs. l'orthodoxie Vous savez, le administrative, Premier ministre, contraire à il a l'orthodoxie ses de l'État, pouvoirs et vous exerce. êtes- vous fukki waxtu ak benn xibaar ci gàttal asalaamaaleykum
njàng mu kawe mi dànkaafu daal la ñu def ñeel université yi daal yëf yi nag mu ngay bëgg jàpp ndax syndicat bu boolee personnel ci administration technique waaye tamit service daal gannaaw ba mu waxee li ko metti ñeneen di waa SAES ñoom it fas yéene déposé préavis de grève niki ëllëg ci altine bi David Célestin Faye nag secrétaire général bi nag nekk ca Tonné ca Ziguinchor daal naqarlu taxawaayu gouvernement bi